Défi et de la prise en charge des femmes, un congrès marqué par l'engagement de la première dame Absa Faye qui appelle à mieux protéger les femmes face aux violences et aux difficultés qu'elles rencontrent. Autre front de tension, le monde du travail hausse le ton. Les syndicats annoncent une grève générale nationale de 24 heures le 10 juillet prochain pour dénoncer une absence de concertation autour des réformes du Code du travail et du Code de la sécurité sociale. La contestation grandit alors que les organisations syndicales réclament le respect des engagements pris dans le cadre du pacte de stabilité sociale. Dans ce climat tendu, la colère gagne aussi les collectivités territoriales. À Rufisque, les agents municipaux descendent dans la rue pour réclamer l'application des mesures de revalorisation salariale décidées par l'État du Sénégal. Ils dénoncent des retards qui pénalisent leur carrière et leurs revenus. Face à cette situation, les syndicats appellent à une réaction rapide des autorités pour trouver une solution durable. Enfin, sport, la ministre d'Irey Clotilde Colly a effectué une visite de courtoisie à la Maison de la Presse au New Jersey. Lors de la prise de parole, elle a salué la collaboration avec les journalistes et partagé son optimisme pour les prochains matchs des Lions. De son côté, le président de l'ANPS, Abdoulaye Thiam, a exprimé sa profonde gratitude face à cette démarche inédite. Il a qualifié cette rencontre d'immense honneur pour toute la presse sportive. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans un instant. Santé de la femme africaine, droit entre droit, défis et société, c'est le thème du premier congrès international des femmes médecins du Sénégal. Au cœur des échanges, la prise en charge de la santé physique et psychologique des femmes face aux nombreux défis persistants. L'Association des femmes médecins du Sénégal plaide pour la mise en place d'un programme entièrement dédié à cette question, une ambition soutenue par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique ainsi que par la première dame Absa Faye qui s'engage à accompagner cette dynamique. Premier congrès international de la santé de la femme africaine de la FEMS. Lancé par la première dame, le premier congrès international est placé sous le thème Santé de la femme africaine entre droit, défis et société. La santé de la femme ne constitue pas une question médicale. Elle est un indicateur du niveau de justice sociale, d'équité et de développement d'une nation. Comme le dit un proverbe africain, éduquer une femme, c'est éduquer une nation. Prendre soin de sa santé, c'est préserver l'avenir d'un peuple. Préserver l'avenir du peuple africain passe inévitablement par la préservation de la santé physique et psychologique des femmes. On parlera également de la couverture sanitaire universelle qui, on pense, peut être un levier très important pour pouvoir permettre d'avoir ou d'acquérir cette santé au niveau du Sénégal, mais également au niveau de l'Afrique. Parce que n'oubliez pas que la couverture sanitaire universelle, de même que l'État, doivent travailler en commun pour qu'on puisse avoir un programme dédié à la femme sénégalaise pour que plus jamais cette femme ne puisse souffrir ou mourir de pathologies chroniques dont les cancers du col de l'utérus ou les cancers du sein. Une demande à laquelle le ministère de tutelle s'engage à répondre. Maintenant, pour répondre aux objectifs ambitieux de l'OMS d'ici 2030, mon ministère examine avec beaucoup d'attention les propositions scientifiques et de plaidoyer de l'AFEMS, notamment la transition vers la stratégie de la dose unique pour le vaccin anti-HPV. En attendant la mise en place de ce programme, la première dame, marraine du Congrès international, assure le portage institutionnel pour le bien-être de la femme africaine. Marraine de ce congrès, la première dame Absa Faye monte au créneau sur la question des violences faites aux femmes. Elle appelle à renforcer l'arsenal juridique pour mieux protéger les victimes. Mais au-delà des sanctions, elle insiste également sur la nécessité de mettre en place des mécanismes d'accompagnement adaptés pour les femmes touchées par ces violences. Notre responsabilité est collective. Elle est également d'adopter une approche holistique du bien-être. Le bien-être de nos sœurs et de nos mères est un tout indivisible. Il englobe la santé du corps, la paix de l'esprit et le droit absolu de vivre à l'abri de toute forme de violence. Aujourd'hui, je veux que nous brisions les tabous. Parlons de la santé mentale. Parlons de la prise en charge de la santé mentale des femmes et de la détresse psychologique qu'elles portent silencieusement
au sein de nos familles et de notre économie. Affirmons haut et fort notre refus de voir des femmes subir des violences et veillons à ce que nos circuits de santé, notre appareil judiciaire et notre accompagnement psychosocial soient des remparts inébranlables pour les victimes. Dans cette dynamique de valorisation du rôle des femmes dans la santé, le professeur Fatou Samba Ndiaye, présidente de l'Association des femmes médecins du Sénégal, rappelle l'apport des femmes dans les avancées de la médecine. Selon elle, les femmes ne sont plus des exceptions dans ce domaine. Une nouvelle génération de praticiennes se prépare désormais à rendre la profession encore plus attractive. Je veux rendre un hommage vibrant aux membres fondatrices et aux anciennes présidentes de l'Association des femmes médecins du Sénégal. Lorsqu'elles ont créé cette association, le défi était d'abord de faire accepter et respecter la voix de la femme dans la science, dans la médecine. Elles ont tracé les sillons à force de courage, de rigueur et de sororité. Aujourd'hui, les femmes médecins ne sont plus l'exception. Elles sont le moteur de nos hôpitaux, de nos universités et de nos programmes de santé publique. À la jeune génération, les pépinières ou la pépinière des FEMS, venues de nos facultés de Dakar, Saint-Louis, Thiès, Bambey, Ziguinchor et des universités privées, je vous dis, vous êtes les héritiers d'un noble combat. Soyez-en fiers et soyez prêtes à relever le défi de votre époque. Dans le même contexte social, le contexte des revendications à risque, les agents municipaux ont exprimé leur mécontentement à travers un sitting marqué par le port de brassard rouge. Ils réclament l'application effective des décisions de l'État concernant la revalorisation salariale des collectivités territoriales. Selon les syndicats, une grande partie des employés reste toujours en attente de cette mesure. Ils pointent du doigt les lenteurs de certains maires, mais aussi un manque de suivi de l'État central et du ministère concerné. Ce qui se passe au Sénégal, c'est que l'État central a pris des décisions pour augmenter, revaloriser le salaire du travailleur des collectivités territoriales. Jusqu'à ce moment, au moment où nous parlons, la plupart des travailleurs n'ont pas encore bénéficié, n'est-ce pas, de cet avantage. Il y a plusieurs facteurs. Un refus délibéré de plusieurs maires, une nonchalance de l'État central, une incompétence du ministère chargé des collectivités territoriales. Le mot n'est pas méchant, mais c'est un constat. Il n'a qu'à appeler ce qui doit être appelé pour que les questions sincères, les questions réelles soient débattues de fond, n'est-ce pas, pour que enfin les travailleurs voient le jour et que des solutions durables soient établies. Et toujours dans le secteur public, les enseignants membres du SAEMS à Louga tirent la sonnette d'alarme. Ils dénoncent des retards de paiement qui affectent plusieurs de leurs collègues et demandent aux autorités de respecter leurs engagements. Le syndicat prévient que des actions pourraient être envisagées dès la prochaine rentrée scolaire si aucune solution rapide n'est trouvée. Oui, nous avions signé un protocole avec l'État. Maintenant, nous faisons le suivi. C'est vrai qu'il existe, mais nous lançons un alerte aussi par rapport à l'État. Et donc, il faut un respect du protocole. Parce que si l'État ne joue pas son rôle, parce que si l'État ne respecte pas le protocole, alors nous faisons entendre. Il a été constaté des ponctions de salaire. Mais vous avez constaté que nous n'avons rien dit. Lors de la fête de la Tabaski, il y a des gens qui n'ont pas reçu leur salaire. C'est une très mauvaise chose de la part de l'État. Et donc, le salaire est aussi vital. Comment on peut rester des mois sans salaire, surtout pour des pères de famille? Donc, nous lançons un appel à l'endroit de l'État. C'est vrai qu'il ne peut pas exister de plan d'action parce que déjà, ce sont les vacances et nous veillons au grain. Un plan d'action monotolam, mais l'année prochaine, aussi, bu ñu xoolee que ni état bi li muy doxee dafay doxinu kakatar dañuy ñëwaat ñu defaat beneen. Et face aux tensions sociales et à l'annonce d'une grève générale le 10 juillet, le gouvernement tente de reprendre la main en Conseil des ministres. Plusieurs mesures ont été annoncées autour du dialogue social, de l'apurement de la dette intérieure, de l'emploi des jeunes et de l'élargissement des bourses familiales à travers le registre national unique, des annonces destinées à apaiser le climat social et à répondre aux préoccupations exprimées.
Dans un contexte de haute tension sociale, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, en Conseil des ministres, a réaffirmé que la relance économique et le secteur privé national demeurent les boussoles de l'action gouvernementale. Pour éteindre les incendies sectoriels, le Premier ministre a reçu l'ordre d'engager des concertations immédiates avec les organisations patronales. L'accent est mis sur le concret, l'apurement progressif et accéléré de la dette intérieure et un soutien d'urgence aux entreprises en difficulté. L'objectif est clair, préserver l'outil de production et sauver les emplois. Face au chômage et au sous-emploi qui alimentent le malaise social, le chef de l'État tape du poing sur la table et maintient l'employabilité des jeunes au rang de priorité nationale. Un conseil interministériel spécial va être convoqué par le Premier ministre. Sa mission est claire, mettre sur orbite un plan opérationnel urgent et sectoriel sur l'ensemble du territoire, adossé à des mécanismes de financement public-privé consolidés. Sur la question des filets sociaux dans un contexte de fragilité d'un nombre conséquent de ménages exacerbés par les chocs économiques et financiers, il a indiqué que tous les départements ministériels concernés inscrivent en priorité les filets sociaux qu'ils gèrent dans les plans d'action d'urgence demandés par le président de la République. Le Premier ministre Mohamed Al-Amin Lo a évoqué plusieurs programmes de filets sociaux et instruments de ciblage des ménages vulnérables élaborés et mis en œuvre par le gouvernement, notamment le registre national unique et le programme national de bourse sécurité familiale, ainsi que d'autres filets sociaux. Le processus de mise à jour de l'extension du registre national unique à 1 million de ménages a été achevé au début de l'année 2026 avec 996 194 ménages considérés comme pauvres ou vulnérables, contre 545 000. Par ailleurs, le chef du gouvernement a annoncé la tenue avant la fin du mois de juin 2026 une réunion sur la gouvernance et la coordination de ces différentes initiatives afin de garantir et d'intensifier l'impact sur les bénéficiaires avec comme base unique le ciblage. Le Premier ministre a ordonné l'ensemble des ministères d'intégrer le dispositif de filets sociaux dans les plans d'urgence, le grand chantier de cette. Et pendant ce temps, l'affaire liée à l'agence sénégalaise d'électrification rurale continue de faire débat. Le journaliste Bachir Fofana revient à la charge avec son ouvrage Aveu signé, daté et envoyé, dans lequel il met en avant des éléments qu'il juge sensibles. Il appelle à davantage de transparence et à la clarification des responsabilités dans ce dossier. Journaliste et chroniqueur reconnu pour ses analyses de l'actualité politique et des questions de gouvernance au Sénégal, Bachir Fofana est revenu sur les éléments développés dans son ouvrage Aveu signé, daté et envoyé, consacré à une enquête sur la gestion de l'électrification rurale. La défense de l'intérêt du Sénégal, c'est de demander à nos 37 milliards. Maïmouna, la défense de l'intérêt du Sénégal, c'est de demander où sont passés nos 37 milliards. Il y a des milliers de populations dans le monde rural qui n'ont toujours pas d'électricité. Le plus important aujourd'hui est que les 37 milliards arrivent à destination. Parce qu'il y a une autorisation de décaissement. Au cœur des échanges lors de son émission, l'affaire Azer, un dossier qui alimente le débat public depuis près de 2 ans, en cause un décaissement de 36,6 milliards de francs CFA qui ferait l'objet d'allégations de détournement. Selon le journaliste, cette affaire mérite davantage de clarification et de transparence. Banque Santander, le ministre Cheikh Diba. La Banque Santander a écrit au ministre Cheikh Diba pour l'informer que l'argent viré dans le compte de José a disparu. Nous l'avons écrit pour en savoir davantage, mais ils ne nous ont pas répondu. Mais le 30 septembre, ça également, c'est une situation de scandale qui touche les plus hautes autorités. Il estime qu'il existerait une volonté affichée d'étouffer cette affaire. Quand la décision est tombée, l'ASER a considéré que la COPS n'est pas compétente pour faire cela. Et l'ASER a considéré que la COP ne faisait que retarder le processus. Qu'est-ce que fait l'ASER? Le dossier du Cour suprême. Pour Bachir Fofana, ce dossier doit être examiné jusqu'au bout afin que les responsabilités soient établies et que toute la lumière soit faite sur la gestion des fonds concernés. Et sur la scène politique, après les tensions survenues le 13 juin au siège du Parti socialiste, Alioune Ndoye brise le silence. Le maire de Dakar Plateau, qui fait face à des menaces de poursuite judiciaire, critique la gestion interne de la formation politique et appelle à une nouvelle dynamique, notamment en perspective des élections locales. Il y en a même qui disent qu'il y aura des poursuites pénales. Mais je les y encourage.
Honnêtement, hein? Ah bon? Ah, moi je les y encourage. Mais est-ce que vous savez que comme vous, yow ak Serigne Mbaye Thiam la ñu désigné comme étant les responsables de cette casse-là? J'allais dire principalement, mais je les y encourage. C'est-à-dire ce parti-là, on veut imposer la médiocratie, la médiocratie, je sais pas, dans ce parti-là. Ce parti-là, dañ lay singali dès que tu es réellement en train de te battre pour apporter quelque chose pour le parti. Et ce parti-là, kenn moomu ko. C'est le parti de Senghor, d'Abdou Diouf, d'Ousmane Tanor Dieng. C'est le parti de nos pères qui l'ont battu avec leur sang. Donc, honnêtement, aujourd'hui je dis, ma secrétaire générale, elle est prise au piège par des gens. De femmes nous utiliser. Chez nous, le militant, comme tu dis, là, c'est la constante. Il faut remettre le militant au cœur. Il faut aujourd'hui réarmer la pensée socialiste. Il faut pouvoir parler aux Sénégalais, il faut pouvoir parler au territoire. La diaspora qui est là. Quelle est l'offre du Parti socialiste? Est-ce que c'est une organisation méngoo ak jamono? Est-ce que ni ñu demee nii ci une prochaine élection ñu ngi dem ci ay locales est-ce que Parti socialiste dana taxaw wala dana continuer waaf? Ñun c'est ça les questions qu'on pose. Selon une enquête, le changement climatique constitue une menace croissante pour les enfants en général et pour les enfants travailleurs en particulier en Afrique et surtout au Sénégal. En effet, les vagues de chaleur et les épisodes de sécheresse accentuent la pauvreté. Ces phénomènes affectent directement leurs conditions de vie, leur apprentissage, leur alimentation et leur santé. Le changement climatique et ses lots de conséquences n'épargnent pas les terroirs et les humains. Face à cette situation alarmante, des enfants prennent la parole et alertent. Nous avons trouvé que le changement climatique a vraiment touché le parti agriculture, la partie autant pour moi agriculture. Donc, et au Sénégal, avec ce nouveau régime qui dit valoriser l'agriculture et autres, donc nous avons vraiment besoin des autorités pour qu'ils aident et que nous protégeons ensemble notre environnement pour protéger davantage les droits des enfants. Ces enfants et jeunes doivent être associés et écoutés, mais aussi impliqués dans les décisions politiques climatiques. Nous avons un impact vraiment présent au niveau de la sécurité dans le travail et la lourdeur du travail aujourd'hui que ces enfants ont. Donc, mais je pense que aussi une chose importante en fait dans cette démarche, c'est de rappeler que la collecte d'informations s'est faite pour les enfants et par les enfants. C'est des enfants enquêteurs qui sont allés voir des enfants enquêteurs. Donc déjà on voit une certaine démarche de participation des enfants qu'on a faite dès l'entame et aussi une autre démarche en fait qui peut exister au final avec les recommandations qu'on a, la mise en œuvre de ces recommandations qui vont dans la participation des enfants dans les décisions climatiques aujourd'hui. Les États et les différents acteurs sont invités à préconiser des solutions. Les enfants et les jeunes, il faut pouvoir travailler à soutenir leur auto-organisation. Leur auto-organisation pour eux-mêmes, non seulement s'exprimer, mais aussi faire partie de l'action qui finalement favorise la revitalisation. A été défoncé et tout son argent emporté par des malfaiteurs. Heureusement qu'il y avait le chef de brigade qui était en patrouille. C'est là-bas que les malfaiteurs ont fui. L'insécurité reste un problème ici à Dagana. En sport football, la ministre des Sports Direy Clotilde Coly a effectué une visite de courtoisie à la maison de la presse à New Jersey. Dans sa prise de parole, l'autorité a magnifié la collaboration avec la presse sportive. Par ailleurs, elle a évoqué le parcours des Lions, se disant confiante pour leurs 2 prochains matchs au vu de la prestation livrée par les hommes de Pape Thiaw. C'est un immense plaisir pour moi d'être là aujourd'hui et de sacrifier à cette tradition de rencontre avec les journalistes sénégalais. Votre département, ou en tout cas la presse, elle relève institutionnellement de mon collègue de la communication. Mais la presse sportive est particulièrement importante pour le ministère des Sports. En cela qu'elle constitue un prolongement en tout cas dans cet aspect informatif de l'action du ministère du Sport. Donc c'est une visite de courtoisie, comme vous l'avez dit, et de prise de contact que je veux fraternelle. Et en ce sens, je vous remercie pour cet accueil chaleureux que j'ai senti. L'ANPS, par sa structuration et son histoire, joue un rôle historique et majeur dans le succès aujourd'hui de cette communication. Donc je ne peux pas parler aussi de votre organisation sans magnifier
la formidable initiative qu'est la Maison de l'après. Depuis sa création, ce concept est devenu un cadre de travail unique et une référence absolue. Nous sommes en pleine compétition. Nous sommes venus, comme je l'ai dit tantôt, pour aller le plus loin possible. Et je crois que ce premier match, sans aller dans l'analyse technique, je pense que ce premier match nous a montré que nous avons le potentiel. La parole à présent au président de l'Association nationale de la presse sportive, Abdoulaye Thiam, qui a exprimé sa satisfaction suite à la visite du ministre. Selon lui, cela représente un immense honneur pour la presse sportive présente aux USA pour la Coupe du Monde. Abdoulaye Thiam au micro de nos envoyés spéciaux. Nous avons la chance aussi que nous sommes dans un pays démocratique, donc nous n'avons pas besoin de ce que nous appelons dans notre jargon journalistiquement parlant de washing sport. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de pays qui utilisent, pour polir un tout petit peu leur image, utiliser le sport. En revanche, Madame la ministre, nous aurions bien aimé que vous mettez particulièrement l'accent sur le soft power. C'est très important pour notre pays. Le sport, ce n'est pas seulement des activités physiques. Il y a une dimension économique extrêmement importante qui gravite autour du sport. C'est aussi la diplomatie sportive. Donc merci beaucoup. Si nous avons réussi aussi à être dans ce cadre-là, bien sûr, c'est grâce à notre compatriote. Mais si nous sommes là aussi, c'est grâce à l'apport de l'État du Sénégal. Nous le disons tout le temps. Nous avons la chance, contrairement à d'autres pays, que l'État comprend l'importance de la presse sportive. Le premier bailleur, bien sûr, entre guillemets, de l'Association nationale de la presse sportive du Sénégal, c'est l'État du Sénégal. Depuis 2002, pas une seule compétition où l'État du Sénégal n'a pas apporté son soutien à la presse sportive de son pays, qu'il s'agisse d'une CAN ou de la Coupe du Monde. Donc merci beaucoup aussi d'avoir honoré cette tradition-là, doublement d'ailleurs, parce qu'il y a eu un apport de l'État du Sénégal à hauteur de 25 millions de francs CFA. Nous avons communiqué là-dessus hier. Mais il y a aussi le président de la République qui a octroyé à l'ANPS une enveloppe de 40 000 $. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci d'avoir choisi le journal de cette TV pour vous informer. Restez avec nous, nos programmes se poursuivent. Merci de votre fidélité. Au revoir.